Hugo est l'un des ouragans les plus violents de l'histoire. Je n'avais jamais vu ça. En 1989, il détruit tout sur son passage. Regarde ces vents. Sur la terre ferme, la situation est catastrophique. À l'époque, c'était l'ouragan le plus coûteux aux États-Unis. Et dans les airs, J'arrive pas à rétablir. C'était l'ouragan qui dirigeait l'appareil. Ne force pas. un avion de recherche américain est ballotté comme un fétu de paille. C'était lui qui décidait de notre destin. On a perdu le moteur 3. J'y crois pas. Le moteur 3 prend feu. Mais les gaz, Le pilote a perdu le contrôle Je suis à fond. et on a commencé à plonger. ça suffit pas. J'ai pensé que c'était la fin. Le monde retient son souffle, tandis que l'ouragan Hugo traverse l'Atlantique. L'énorme cyclone tropical mesure plus de 600 km de diamètre. Il avance régulièrement vers les Caraïbes et menace de toucher terre dans moins de 2 jours. Sur plusieurs dizaines d'îles et le long de la côte est des États-Unis, les habitants se préparent au pire. Pendant ce temps, au-dessus de l'océan, les chasseurs d'ouragans entrent en action. J'ai un relevé de 95. Ils se dirigent droit vers l'œil du cyclone. Quand on approche d'un ouragan pour la première fois, on a toujours un peu d'appréhension. On se demande ce qu'on va trouver. Toutes les tempêtes ont une personnalité différente et la plupart du temps, elles ne sont pas très gentilles. Encore 20 minutes. Profite du soleil tant qu'il est là. Ok, je profite. Le NOAA 42 est un avion de recherche de la National Oceanic and Atmospheric Administration, l'agence américaine des océans et de l'atmosphère. On avait à bord quelques-uns des meilleurs spécialistes des ouragans, des scientifiques très expérimentés. En traversant l'ouragan, les chercheurs peuvent mesurer précisément la vitesse du vent, la pression atmosphérique et la température. Des données précieuses pour prédire le comportement du cyclone et peut-être sauver des vies. Jeffrey Masters est le directeur du vol. Mon rôle est de guider l'appareil vers l'œil du cyclone. Donc je dois dire au pilote, virez à gauche de 10 degrés et suivez tel ou tel cap. Jerry, on suit le cap 070. Et pendant que je donne ces instructions, je surveille aussi les vents pour vérifier qu'on va droit vers l'œil. Cap 070. Bien reçu. Jerry McKim est le pilote de l'avion. Vétéran de la Navy avec 20 ans d'expérience, il a déjà traversé 4 ouragans. Les gens pensent qu'il faut être fou pour traverser un ouragan en avion. Mais aucun de nous n'a envie de mourir, on fait juste notre boulot. Et la vitesse? On fonce. On essaie de rester à 259. Lowell Gesslinger, le commandant de vol, est l'un des chasseurs d'ouragans les plus expérimentés au monde. C'était ma 13e saison et le 249e ouragan de ma carrière. Depuis les premiers vols de reconnaissance dans des ouragans dans les années 40, 2 appareils américains ont été perdus et 17 personnes ont trouvé la mort. Il faut avoir le goût du risque, j'imagine. Quelque chose comme ça. La plupart des gens n'ont probablement pas du tout envie de faire ça. L'équipage de l'agence NOAA a décollé de la Barbade à bord d'un P-3 Orion à turbopropulseur. Un avion suffisamment puissant pour traverser les plus violents cyclones. C'est un appareil très solide avec des ailes courtes et 4 énormes moteurs très puissants. C'est un vrai tank. Il peut résister aux turbulences et continuer de voler sans problème. Donc c'est un bon appareil. Les P3 sont de vrais laboratoires volants. Il y a plus de 10 millions de dollars de matériel météorologique à bord. Donc on peut faire la meilleure analyse possible en plein vol.
À 45 minutes de l'ouragan, NOAA 42 vole à seulement 10 000 pieds, soit 3000 mètres d'altitude. Frank Marks, le responsable scientifique, surveille le radar tout en préparant la mission. On approchait et on avait une vision radar assez bonne. On pouvait voir l'œil du cyclone, ça sautait aux yeux. Et on était concentré sur l'expérience prévue consacrée aux échanges énergétiques des ouragans. L'objectif était d'étudier les interactions entre l'ouragan et l'océan. Donc il fallait voler à basse altitude, près de la mer. NOAA 42 va ainsi descendre à 1500 pieds, quelques 450 mètres d'altitude, avant d'entrer dans l'ouragan. À 30 minutes derrière NOAA 42, un C-130 de la réserve de l'armée de l'air se dirige lui aussi vers l'ouragan. Virage à gauche pour suivre Hugo, cap 066. On ne risque pas de le rater. Robert Katz est le navigateur. On nous avait dit que c'était un gros ouragan, ce qui est toujours excitant et angoissant à la fois. Les deux équipages vont travailler de concert à l'intérieur de l'ouragan pour évaluer précisément sa force. L'objectif étant d'estimer la dangerosité du cyclone lorsqu'il touchera terre. On reste sur ce cap, c'est tout bon. Notre appareil était le premier à entrer dans l'ouragan. Donc il y avait plus de risques parce que le seul moyen de connaître de façon certaine la force d'un ouragan, c'est d'y envoyer un avion. Au Centre national des ouragans à Miami, Miles Lawrence suit lui aussi le cyclone de près. Le météorologue doit décider du niveau d'alerte à mettre en place pour prévenir les populations concernées. J'avais beaucoup de choses à faire. Je reportais les données sur des cartes, je les rentrais dans l'ordinateur et j'essayais de faire mes prévisions. Les ouragans sont l'une des forces naturelles les plus destructrices. Leurs dégâts se chiffrent en milliards de dollars. Depuis 1983, ils font en moyenne 47 victimes par an aux États-Unis. En regardant une image satellite, on pouvait voir qu'il y avait quelque chose, mais on ne savait pas quelle force le phénomène allait atteindre. Une image satellite ne suffit pas pour ça. Il faut surveiller ça. On rentre, on regarde, on s'en va. Ça marche. Pendant le vol, NOAA 42 transmettra régulièrement des données au Centre national des ouragans. Il y a une liaison satellite. Et toutes les 30 secondes, les mesures de tous nos instruments sont transmises pour permettre au centre de suivre la progression de l'ouragan. L'équipage se prépare à la descente lorsque tout à coup, Ah, la vache! un instrument crucial tombe en panne. Le radar ventral ne marche plus. Je vais vérifier les branchements. L'appareil dispose de 2 radars embarqués afin de pouvoir naviguer dans le chaos du cyclone. Or, le plus important des deux a brusquement cessé de fonctionner. Jeff! Quel est le cap? Sans radar ventral, l'équipage vole partiellement à l'aveugle. Un instant, on vient de perdre le radar ventral. Le radar de nez est un radar de bande C, comme le ventral, mais avec moins de portée. Ok, j'arrive. Sans le radar ventral, on ne voyait plus le mur de l'œil. Essaye de régler ça, je vais parler au patron. Désolé les gars. C'est réparable? Je crois. Je veux dire oui. Et ben voilà, les techniciens se mettent à travailler dessus pour le réinitialiser, quelque chose comme ça. La mission est compromise. Il y a des enjeux scientifiques importants, avec de gros budgets. Donc personne ne veut prendre le risque d'un changement de programme. Les deux équipages ne connaîtront pas la force réelle de l'ouragan tant qu'ils n'auront pas pénétré à l'intérieur. Selon les images satellites, cependant, le vent atteindrait 200 km/h. Des conditions extrêmes qu'aucun avion de ligne ne prendrait le risque d'affronter. On savait que c'était un ouragan de catégorie 3 ou plus. Donc pour l'équipage, ça voulait dire que c'était potentiellement une belle balade. C'est comme ça qu'on dit entre nous. L'échelle de classification des ouragans compte 5 niveaux d'intensité.
Dans un ouragan de catégorie 3, le vent atteint des vitesses allant de 178 à 208 km/h. Les mobil-homes peuvent être détruits et de fortes inondations sont possibles. Il a fallu à peu près 20 minutes pour réparer le radar ventral. Et en attendant, on a tourné en rond. En fait, on ne pouvait pas attendre plus longtemps, parce que notre carburant était limité. Super, c'est bon. Salut Hugo, content de te revoir. Le vol NOAA 42 est prêt à entamer sa mission. Le radar est réparé. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Plus d'excuses, on y va. En évaluant rapidement la force du vent, Jeffrey Masters constate que l'ouragan s'est intensifié. J'ai regardé les chiffres qui s'affichaient et je me suis dit, ok, c'est pas bon. C'est probablement un peu plus fort qu'un ouragan de catégorie 3. Au sol, les météorologues constatent eux aussi que l'ouragan semble se renforcer. Est-ce que Hugo allait atteindre la catégorie 5? Est-ce que le vent allait souffler à 240 km/h ou seulement à 210? Je n'en avais aucune idée. Ça risque de faire des dégâts. En approchant de l'ouragan, l'équipage du NOAA 42 se prépare pour sa mission. Pas d'objection? C'est bon. C'est bon. On y va. L'appareil doit pénétrer dans l'ouragan à une altitude de 1500 pieds seulement, soit 450 mètres. Les vents d'un ouragan sont à leur force maximale à basse altitude, dans ce qu'on appelle la couche limite planétaire. Donc 450 mètres ou 1500 pieds, c'est probablement l'endroit où le vent est le plus fort. 4000 pieds. Un vol à basse altitude donne des conditions d'observation idéales. C'est stable. Mais c'est aussi beaucoup plus dangereux. 3000. Plus on descend dans l'ouragan, et plus c'est violent. À 20 000 pieds, on peut toujours être secoué. Mais c'est beaucoup moins violent qu'à 1000 ou 1500 pieds. La marge d'erreur est très réduite quand on est à 450 mètres d'altitude dans un ouragan. On risque de rencontrer des courants descendants qui peuvent entraîner l'appareil à 150 ou 300 mètres sans que le pilote puisse faire quoi que ce soit. Lowell, on est emporté. Le radar ventral permet de naviguer en fonction du vent. Il faut virer de 10 degrés à gauche. Bien reçu. Cap 080. Cap 080, tout de suite. Le NOAA 42 va entrer dans l'ouragan à 1500 pieds, suivi du C-130 de l'armée de l'air qui vole lui beaucoup plus haut, à 10 000 pieds, 3000 mètres d'altitude. Il nous précédait de 30 ou 45 minutes environ. NOAA 42, ici Teal 57. Veuillez confirmer votre altitude actuelle à 1500 pieds. On entre toujours en contact avec les appareils de la NOAA pour coordonner nos mouvements. Teal 57, ici NOAA 42. Nous arrivons bien à 1500 pieds. Bien sûr. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures et relever vos tablettes. Phase 1. En phase 1, l'équipage doit se préparer à de fortes turbulences. Il faudra 20 minutes pour franchir le mur externe de l'ouragan et les vents n'auront de cesse de s'intensifier jusqu'à la zone calme dans l'œil du cyclone. J'étais tendu à l'approche d'Hugo, c'est sûr. C'était un gros ouragan très puissant. Dans les parties externes de l'ouragan, le NOAA 42 rencontre d'abord de longues bandes orageuses en spirale. Ça va secouer. Tout de suite, il commence à faire sombre et la pluie frappe le fuselage.
Sur le hublot, on peut voir des gouttes de pluie et le bout des ailes qui monte et qui descend. Mais on ne voit pas très loin, on est dans une sorte de cocon gris. Dis donc, c'était violent. L'appareil était secoué avant même qu'on arrive au mur de l'œil. Pas au point de perdre le contrôle, mais on était secoué. Lowell Genslinger prête main forte à Jerry McKim. À 2 contre 1, ce sera plus équilibré. Ouais, Les commandes sont connectées. Donc quand un des pilotes vire à gauche, l'autre peut l'aider et on peut coordonner ses efforts pour essayer de maintenir l'assiette. on ne voit rien. Il n'y a pas de repère au sol ni dans le ciel. Donc il faut voler entièrement aux instruments. On regarde l'horizon artificiel, l'anémomètre, l'altimètre et tous les autres outils dans le cockpit pour s'orienter. Un vent de travers puissant déstabilise l'appareil. Afin de compenser et de voler droit à travers l'ouragan, les pilotes doivent maintenir l'appareil fortement incliné sur la gauche. Les vents tournaient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ils venaient de ma gauche. Et je devais pointer le nez de l'appareil face au vent pour essayer de garder le cap. C'était un moment de grande tension dans le cockpit. On était incliné au moins à 45 degrés. On volait en crabe, ce qui veut dire qu'on avait un angle de dérive de 45 degrés. Donc il faut oublier où le nez de l'appareil est pointé. Il faut penser uniquement à l'angle de dérive. Lowell, il faut virer à gauche. De 5 degrés. Bien reçu. 5 degrés à gauche. Vas-y doucement. Il pleuvait très fort et le vent était ascendant. Malgré les conditions difficiles, l'équipage continue de recueillir des données sur l'ouragan. On s'attendait à rencontrer un ouragan violent, donc on a continué comme prévu. Au Centre national des ouragans, les météorologues reçoivent les dernières données. Regarde-moi ces vents. La vitesse du vent a augmenté et la pression a chuté, ce qui indique clairement une intensification de l'ouragan. Il va passer en 5. On s'attendait à un ouragan de catégorie 2 ou 3, mais à ce moment-là, Hugo était presque de catégorie 5. À bord du NOAA 42, Jeffrey Masters arrive à la même conclusion. J'espère vraiment que je me trompe quelque part. Depuis le début des observations, il y avait eu un seul ouragan de catégorie 5 aussi loin à l'est. Et je n'avais jamais traversé un ouragan si puissant à si basse altitude. Un ouragan atteint la catégorie 5, la plus élevée, lorsque les vents soutenus dépassent les 250 km/h. Lorsqu'ils touchent terre, ces cyclones peuvent arracher des bâtiments de leurs fondations. Pour un pilote, traverser un tel monstre est l'épreuve ultime. J'ai eu ma dose. Jerry McKim sait qu'il n'a pas le choix. On ne fait jamais demi-tour une fois qu'on a décidé d'y aller. Le vent de travers puissant l'oblige à rester incliné et l'appareil risque de piquer vers l'océan. Je devais pointer le nez de plus en plus à gauche parce que le vent se renforçait. Laisse l'avion aller où il veut. Il ne sait pas où il veut aller. Tout à coup, l'appareil s'incline dangereusement vers la droite. Je n'avais jamais vu ça. Il y a eu un énorme bruit et tout l'appareil a commencé à trembler. Je me suis dit que c'était peut-être la fin. J'essayais de corriger avec la gouverne de direction, mais je n'y arrivais pas. J'arrive pas à rétablir. Ne force pas. Je regarde Lowell à côté et il fait la même chose. Les soudaines turbulences sèment le chaos dans la cabine. Le canot de survie de 100 kg s'est détaché. Il y avait des couteaux et des fourchettes qui volaient. C'était une situation extrêmement dangereuse. On descendait en virage incliné.
Et la seconde d'après, un voyant d'alerte s'allume. Incendie du moteur 3. On a perdu le moteur 3. J'y crois pas. Le moteur 3 a pris feu. J'ai pensé, ça doit être comme ça quand on se fait tirer dessus au combat et qu'on risque de mourir. Des idées? Pas beaucoup. Avec un moteur en feu, l'avion perd rapidement de l'altitude. Il y avait de grandes flammes qui sortaient du moteur. Il faut le couper. Si les pilotes ne coupent pas le moteur rapidement, les flammes risquent de se propager. La poignée d'arrêt d'urgence. Lorsque cette commande est actionnée, le moteur ne reçoit plus de carburant. L'incendie s'est éteint, mais l'appareil a perdu un moteur. Il reste dangereusement incliné et perd toujours de l'altitude. Mais les gaz! On accélérait parce qu'on descendait et on était plein gaz. Donc on avait de quoi s'occuper. Mais les gaz! C'est à fond. On est plein gaz. Ça suffit pas. Le pilote a perdu le contrôle de l'appareil et on a piqué vers l'océan. Et tout à coup, boum. On est dans l'œil. Dieu merci. Ça va beaucoup mieux. L'appareil endommagé a frôlé la catastrophe. Mais dans l'œil du cyclone, la sécurité est toute relative. Un soupir de soulagement. Bon, et maintenant? Dans l'œil, le ciel est calme. Il faut grimper. Ouais. Et le NOAA 42 doit absolument regagner de l'altitude. L'océan n'est plus qu'à 300 mètres. On ne pouvait pas faire d'amérissage. Les vagues faisaient 20 mètres de haut. Personne n'avait envie de s'y risquer. Donc on se demandait comment on allait s'en sortir. Le seul moyen de sortir de l'ouragan, c'est de le traverser à nouveau. Mais avec 3 moteurs et à si basse altitude, les risques sont trop grands. Personne n'avait jamais survécu à une telle situation. Il faut monter à 6000. Leur seul espoir est de sortir de l'œil à haute altitude, là où les vents sont moins forts. Mais avec 3 moteurs seulement et un réservoir plein, l'appareil peine à grimper. Je pensais qu'on avait une chance sur 3 de ne pas s'en sortir. Il y a un autre problème. L'œil du cyclone mesure moins de 20 km de diamètre. Si l'appareil ne vire pas rapidement, il va de nouveau s'engouffrer dans les turbulences. Il fallait prendre une décision sur le champ pour commencer à tourner. Parce que si on rentrait à nouveau dans le mur de l'œil, c'était la fin. À l'intérieur de l'œil, le NOAA 42 commence à lentement monter en spirale. Cependant, l'ouragan continue de se déplacer et il faut constamment corriger la trajectoire. 2 degrés au nord-ouest. Bien reçu. Joli. Un ouragan comme ça se déplace en zigzag. Il ne va pas en ligne droite. À chaque fois qu'on faisait un tour, il se déplaçait. On pourrait croire qu'un ouragan va toujours dans la même direction, mais en fait, il fait des zigzags. Tout le monde va bien? À peu près. En regardant autour de nous, on avait l'impression d'être dans un énorme stade. On voyait les nuages tourner doucement. C'était comme une sorte de marche menaçante. Et maintenant? On attend la cavalerie? Ça me va. Cette stratégie permet à l'équipage de gagner du temps. Le problème, c'est qu'on ne savait pas dans quel état était l'appareil. Est-ce qu'il y avait des dégâts structurels? On ne pouvait rien y faire, mais on se posait la question. L'équipage ignore également si l'ouragan va continuer de se renforcer. Si la vitesse du vent continue d'augmenter, le NOAA 42 risque d'être pris au piège. Quand un ouragan passe par son premier cycle d'intensification rapide, comme c'était le cas pour Hugo, il arrive que les vents se concentrent dans une petite zone très près de l'œil. Le C-130 de l'armée de l'air, toujours en approche, est leur seul espoir. NOAA 42, appel de détresse. Nous avons perdu un moteur.
La première chose qu'ils ont dite, c'était qu'ils étaient en détresse et qu'ils avaient perdu un moteur. Et là, le silence s'est fait dans notre cockpit. Je me souviens avoir regardé les pilotes, ils se sont retournés vers moi, et tout le monde a pensé la même chose. Oh non. Le C-130 vole à pleine vitesse en direction de Hugo. Noah 4-2, on arrive. L'équipage est déterminé à venir en aide aux chasseurs d'ouragans. Les possibilités étaient limitées. On était dans 2 appareils différents et on ne pouvait pas faire comme dans James Bond, les évacuer un par un. Donc on était inquiets. Pendant ce temps, Lowell Gatslinger repère un autre problème, potentiellement grave. C'est pas vrai. Le moteur 4 a un problème aussi. Tu rigoles? C'était une deuxième situation d'urgence. Une bande de caoutchouc se balance devant l'un des 3 moteurs encore en état de fonctionnement. Cette gaine de dégivrage est conçue pour empêcher l'hélice de se couvrir de glace, mais elle s'est détachée. Si jamais elle est aspirée dans l'entrée d'air du moteur, la situation risque de basculer. Si on était obligé de couper ce moteur-là aussi, c'était la catastrophe. La perte de 2 moteurs du même côté signerait la fin des derniers espoirs. Traverser le mur de l'œil avec 2 moteurs est impossible. Lorsque le C-130 arrivera à son tour dans l'œil du cyclone, il pourra peut-être s'approcher suffisamment pour évaluer les dégâts. Steel 5-7, je ne sais pas si on va pouvoir grimper avec 3 moteurs. Vous pourriez descendre jusqu'à nous? Noah 4-2, on arrive. Ils avaient l'air assez calmes, mais personnellement j'étais troublé, comme le reste de notre équipage. Mais ils essayaient de garder leur sang-froid. Une décision critique doit être prise. On est trop lourd. On fait un largage? Larguer du carburant permettra de grimper plus rapidement. Mais s'ils vident trop les réservoirs, ils ne pourront pas revenir à la Barbade à plus de 500 km de là. Je crois qu'on pourrait larguer 15 000 livres. On va pas faire de tourisme sur le chemin du retour. Largage carburant. Ok les gars, éteignez tout le matériel. Il faut que tout soit éteint. Tout. Les appareils électroniques pourraient provoquer une explosion. Quand on fait un largage, le carburant passe juste au-dessus de l'aile. Et si quelqu'un parle à la radio ou qu'un émetteur fonctionne, une étincelle pourrait déclencher un incendie. Largage. Ok. C'est parti. En 10 ou 15 minutes, on a largué le plus de carburant possible. Le Noah 42 avait décollé avec assez de carburant pour un vol de 9 heures. Après le largage de 15 000 livres, il reste environ 4 heures d'autonomie. Les moteurs avaient toujours la même puissance et l'appareil s'était allégé. Donc, grâce à la portance des ailes, on pouvait grimper. Allez, allez! Au-dessus du Noah 42, le C-130 arrive dans l'œil du cyclone. Noah 4-2, on arrive sur zone. Afin de se rejoindre à l'intérieur de l'ouragan, le Noah 42 va grimper, tandis que Teal 57 va descendre. Les 2 équipages devront coordonner leur vitesse et leur angle d'inclinaison latérale pour éviter de rentrer dans le mur de l'œil. Le danger est extrême. Noah 4-2, on vous voit. Seule la gravité de la situation justifie une telle prise de risque. On a coordonné nos positions et ensuite tout s'est fait visuellement. Pas de mouvement brusque, ils sont là. On s'est approché à environ 300 mètres de l'autre appareil. La moindre erreur risque d'entraîner une collision. Le vol de proximité réalisé par les pilotes de Teal 57 et Noah 42 dans un ouragan de catégorie 5 à l'intérieur de l'œil, alors que l'œil ne faisait qu'une quinzaine de kilomètres de diamètre, c'est l'une des plus grandes prouesses dans l'histoire de l'aviation. On a essayé de voir s'il manquait des panneaux du fuselage.
C'était très important. Parce que si un panneau était abîmé, il risquait de finir par se détacher et de se coincer dans une hélice, ce qui aurait été un problème grave. Un des moteurs avait aussi pris feu. Donc ils voulaient savoir si des flammes étaient encore visibles. Mais on n'a rien vu de tout ça. Noah 4.2, pas de dégâts visibles à part le dégivreur. Ils ont bien regardé et ils n'ont pas vu de dégâts. Quelques instants plus tard, une autre bonne nouvelle. Je ne crois pas. La gaine de dégivrage est partie. Excellente nouvelle. La bande de caoutchouc s'est finalement envolée, sans endommager le moteur. C'était un soulagement de savoir que ce truc n'était plus là. Steel 5-7, on aurait besoin d'un autre service. On ne peut pas rester là, le carburant baisse. Est-ce que vous pourriez trouver un point de sortie? Bien sûr, on va essayer. On leur a demandé très gentiment, est-ce que vous pourriez traverser le mur de l'œil à plusieurs endroits pour trouver la zone la plus calme, à l'altitude maximum qu'on a pu atteindre, c'est-à-dire 6000 pieds. Ils nous ont demandé de trouver le meilleur chemin pour sortir de l'ouragan. Donc on a décidé d'essayer. On leur demandait s'ils pouvaient rester encore un peu dans l'œil, et c'est ce qu'ils ont fait. À bord du Noah 42, la seule chose à faire, c'est d'attendre. Il faut sortir de là. En espérant que le carburant soit suffisant. Qu'est-ce que ça donne? Noah 4.2, je crois que c'est bon. L'équipage du C-130 a trouvé un point de sortie possible. Essayez le cadran nord-est. On avait déterminé que c'était le meilleur cap à suivre. L'endroit où il y avait le moins de turbulences. Bien reçu. À tout à l'heure sur le plancher des vaches. J'espère qu'ils ne se trompent pas. L'équipage se prépare à traverser une seconde fois le mur d'un ouragan de catégorie 5. Tout ce qu'on ne pouvait pas attacher, on l'a mis dans les toilettes, en se disant que ça allait juste valdinguer à l'intérieur. Le plus dangereux, c'était les turbulences au moment de retraverser le mur de l'œil. Le Noah 42 va tenter de sortir de l'ouragan à 6000 pieds, soit 1800 mètres, en espérant qu'à cette altitude, les vents seront moins violents. Pas un. À ce moment-là, on n'avait plus vraiment le choix. Il ne restait plus beaucoup de carburant et le pilote a dit « Phase 1, mettez vos ceintures, on va sortir de l'œil ». On n'était pas du tout sûr de réussir. On pouvait finir au fond de l'océan Atlantique. On a dû traverser des bandes de pluie et se faufiler à travers les parties externes de l'ouragan. On était très inquiets pendant le vol de retour. Heureusement, l'équipage du C-130 a bien choisi le point de sortie. Et à cette altitude, les turbulences sont beaucoup moins fortes. C'est déjà mieux. Après une vingtaine de minutes durant lesquelles la tension est à son comble, le Noah 42 échappe enfin aux griffes de l'ouragan. Le soleil brillait au-dessus de nous et j'ai dit « Alléluia, on rentre à la maison ». Ah bon sang. Quelle journée! C'est vraiment pas passé loin. Steel 5-7, on est sorti. Grâce à vous. Pas de problème. On se retrouve à la base. Après cette rude épreuve, Jerry McKim et Lowell Genslinger ramènent l'appareil à la Barbade sans incident. C'est quand on est rentré qu'on a vraiment réalisé ce qui s'était passé. Terry Leyden, pilote et responsable de la sécurité pour l'agence NOAA, est chargé de l'enquête. Pourquoi un équipage expérimenté a-t-il failli ne jamais rentrer de mission? C'était important. L'incident pouvait se répéter s'il restait inexpliqué. D'abord, on va regarder le moteur.
17 au 22 septembre, Hugo ravage successivement la Guadeloupe, Sainte-Croix, Porto Rico et enfin Charleston en Caroline du Sud. Aux États-Unis, les dégâts sont évalués à plus de 9 milliards de dollars et on compte 49 victimes. Un bilan qui aurait pu être plus lourd encore si les chasseurs d'ouragans n'avaient pas donné l'alerte et correctement prévu la trajectoire du cyclone. Phase 1. Le NOAA 42 avait traversé des dizaines d'ouragans sans incident. Allez, c'est parti. Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi cette mission a frôlé la catastrophe. Ils commencent par examiner le moteur qui a pris feu. On a fait venir des mécaniciens de la base aérienne de la Navy à Jacksonville. Faites-moi voir. Ils peuvent démonter un avion pièce par pièce, tout examiner et le réassembler. Ça secoue. La première hypothèse est que les fortes turbulences ont dû endommager le moteur. Reste à savoir comment. J'ai eu ma dose. Un appareil situé dans le cockpit a recueilli des données sur l'intensité des turbulences. Il y a eu beaucoup de jets. L'accéléromètre utilise des capteurs pour détecter les mouvements de l'appareil et ainsi calculer les contraintes auxquelles il est soumis. J'arrive pas à rétablir. Ne force pas. Des valeurs aussi élevées ont rarement été atteintes à l'intérieur d'un ouragan. Elles dépassent largement ce que l'appareil était conçu pour supporter. Le P3 peut théoriquement résister à 3 G5 positifs et 1 G négatif au maximum. Or, l'accéléromètre a enregistré des valeurs de 5 G8 positifs et 3 G7 négatifs. Cependant, la question reste en suspens. Les fortes turbulences ont-elles provoqué l'incendie du moteur? La réponse va étonner les enquêteurs. Ça n'avait rien à voir. Les turbulences n'ont joué aucun rôle dans l'incendie. Ils ont constaté que le problème venait du régulateur carburant. En raison d'un capteur défaillant, la quantité de carburant injecté dans le moteur n'était pas correctement régulée. De plus, les archives de la Navy révèlent que ce problème avait déjà été signalé sur d'autres appareils. En fait, il y avait de nombreux précédents. Lorsque le capteur est tombé en panne, le moteur a reçu trop de carburant et l'incendie s'est déclaré. On a perdu le moteur 3. J'y crois pas. Si l'incendie s'est produit durant la mission, c'est une malheureuse coïncidence. Cela aurait pu se produire au décollage ou à l'approche de l'ouragan. Il faut le couper. Ok, n'importe quand. Ce qui est incroyable, c'est que la panne s'est produite au pire moment. La poignée d'arrêt d'urgence. Si le cyclone n'a pas provoqué l'incendie, il n'en a pas moins endommagé l'appareil. Le moteur 4 a un problème aussi. Tu rigoles? La gaine de dégivrage arrachée a failli provoquer la perte d'un second moteur, ce qui aurait été une catastrophe. On craignait que cette pièce se coince dans l'hélice, mais c'est pas produit. Les enquêteurs se demandent également pourquoi les turbulences dans l'ouragan étaient si fortes. Les données scientifiques recueillies par le vol leur fournissent la réponse. Impressionnant. Les vents violents qui ont secoué l'appareil ont été causés par un phénomène météorologique encore jamais observé. Les mésovortex sont des tourbillons de très petite échelle situés dans le mur de l'œil. Ils généraient des vents de 320 km/h. Le NOAA 42 a eu la malchance de traverser un de ces tourbillons. Les enquêteurs doivent désormais répondre à une question cruciale pour l'avenir. Lors de la prochaine mission importante, C'est parti. comment garantir la sécurité des chasseurs d'ouragans chargés d'entrer dans l'œil du cyclone?
L'équipage est débriefé individuellement. La mission précédente s'était très bien passée. On ne pensait pas à ce qui pouvait arriver. On a pris des décisions en fonction de nos expériences précédentes et de nos connaissances. On ne s'attendait pas à quelque chose d'inattendu. Le radar ventral est tombé en panne rapidement. La vache! Le radar ventral ne marche plus. La panne de radar a laissé moins de temps à l'équipage pour évaluer l'ouragan et a augmenté le stress de la situation. Avec le recul, Jeffrey Masters, le directeur du vol, pense que certains risques auraient pu être évités. Phase 1. À basse altitude, il ne faut pas avoir un réservoir plein. On est trop lourd. On fait un largage? Au début d'une mission, avec un réservoir plein, les ailes subissent plus de contraintes. Je crois qu'on pourrait larguer 15 000 livres. Il est plus logique d'entrer dans l'ouragan à haute altitude et de descendre plus tard, quand on a moins de carburant. On rentre, on regarde, on s'en va. Ça marche. Ils ont fait de leur mieux pour remplir les objectifs scientifiques. On avait décidé de faire le travail à basse altitude en premier, pour que tout le monde soit bien frais. C'est stable. Il faut parfois un peu plus de prudence. Et dans ce cas précis, je crois que cela aurait été judicieux. Après cet incident, l'agence NOAA modifie ses procédures de sécurité. Le premier avion à entrer dans un ouragan vole désormais à 5000 pieds minimum, soit 1500 mètres. À cette altitude, les courants ascendants et descendants sont bien moins violents. Je crois que c'est une excellente recommandation. Une fois qu'on en sait un peu plus sur l'ouragan, on peut aller faire le travail de recherche important, plus en profondeur. Là, on peut descendre suffisamment bas pour savoir ce qui se passe vraiment, mais sans prendre de risques. Le radar est réparé. Les équipages doivent également revoir la stratégie de mission avant d'entrer dans l'ouragan. On me demande souvent pourquoi je continue. Ça fait 32 ans que tu es chasseur d'ouragans, pourquoi tu ne fais pas autre chose? Je réponds que c'est différent à chaque fois. Et j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Les météorologues espèrent que les découvertes de l'agence NOAA permettront d'améliorer les prévisions et de sauver des vies. Évacuer 1 kilomètre de côte coûte des millions et des millions de dollars. Donc si on pouvait prévoir au kilomètre près la zone où un ouragan va toucher terre, ce serait magique. On pourrait évacuer 10 ou 15 kilomètres de côte seulement. Je crois que c'est un bon objectif. Le NOAA 42 a été réparé et l'appareil a traversé depuis plus de 30 ouragans sans aucun incident sérieux. Hugo était inoubliable du point de vue de l'équipage. Durant ma carrière, j'ai traversé plusieurs centaines d'ouragans. Il y en a que j'ai oubliés, mais pas Hugo. Mais les gars, j'aime penser que si j'étais là-bas, c'était pour faire mon boulot. Ok. Je crois qu'il a piloté fantastiquement bien. Joli. Tout le monde à bord a bien travaillé. Accrochez-vous. On était au mauvais endroit au mauvais moment. Et on a beaucoup de chance d'avoir survécu. Alléluia.